petit peu de situation. La Nouvelle-Calédonie est un endroit qui est à l'est de l'Australie, avec un lagon qui est extrêmement important, 24 000 km² de lagon, avec peu d'habitants, en fait, 280 000 habitants, principalement sur une grande terre qui fait 400-450 km de long et une soixantaine de kilomètres de large, avec un lagon plus sur la partie ouest. Une ZEE immense, 1,3 million de kilomètres carrés, qui est un parc naturel de la mer de Corail, sa totalité. Et au sud-ouest de la Grande Terre, Nouméa, 95 000 habitants. C'est là où il y a le plus de pression, c'est là où il y a le plus de bateaux de plaisance, 13 000, c'est une estimation. Le littoral fait à peu près 160 km, et il y a, comme c'est là où il y a le plus de pression depuis les années 80, il y a un certain nombre d'aires marines protégées qui ont été mises en place en face de Nouméa. Vous voyez, entre la côte de cette presqu'île et le grand récif barrière, il y a à peu près 18 km qui séparent, avec cette façade maritime lagonaire importante devant la place au papier. On a eu un papier de Claude Maillot et Philippe Tirard qui est sorti en 2020, qui a fait un petit historique de toutes les attaques de requins, qu'elles soient provoquées ou non provoquées. Les premières comment dire, attaques connues datent de 1958. Et en fait, elles sont passées, il faut s'en rendre compte que les Océaniens sont vraiment, pour le tout, ils vivent avec la mer, ils ont l'habitude des requins. C'est quelque chose qui est habituel, avec auparavant un certain nombre d'attaques qui étaient plutôt en période de pêche. Donc il y a beaucoup de pêcheurs au fusil sous-marin dans toute l'Océanie en fait. Mais au moins un moment qui a été un peu particulier, c'est 2016, où on a eu une attaque dans une zone très connue de l'ouest de la Grande Terre, à Poé, dans 2 mètres d'eau, une personne qui s'est fait attaquer par un requin-tigre et qui est décédée. Et ça a été un petit peu le premier point médiatique sur les requins, qui a commencé à avoir une réflexion sur l'importance d'avoir de l'information sur ces requins. Mais c'est resté à bas bruit, on va dire, avec une autre période qui a commencé en 2019, et je vais reparler un petit peu de cette historique, qui a fait que 2019, on a eu une attaque qui a été très très médiatisée sur un jeune dans le bord de Nouméa, et puis un grand nombre d'attaques en 2021, coup sur coup, beaucoup sur Nouméa, donc l'endroit avec des plages très utilisées, des espaces très utilisés et très importants pour le tourisme. Et 2020, rien. Et 2023, de nouveau, un certain nombre d'attaques qui se succèdent dans des zones très très littorales en plein centre de Nouméa et à 3 semaines d'intervalle. Mais quand on regarde sur la totalité de la période, on a à peu près 1,5 attaques par an, ce qui, en fin de compte, est relativement important au regard du nombre de personnes qui vivent en Calédonie, de 280 000 habitants. Même si, évidemment, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'espace marin pour se nourrir et pour la plaisance. Donc voilà, on peut dater une attaque dans 10 à Nouméa, et évidemment, à Nouméa, la place à Papier, un impact médiatique très très important. Donc je disais, à partir de 2016, on a eu un appui scientifique de l'IRD avec Laurent Vidiella qui a commencé à travailler sur des propositions d'études pour un petit peu comprendre l'écologie de ces grands requins, les attaques étant du requin-tigre et du requin-bulldog, sur les attaques qu'on provoquait, historiquement sur les attaques plutôt de pêcheurs sous-marins, et souvent du gru, de Monteur et Boss, qui fait ces attaques-là. Là, vous avez quelques informations sur des opérations de marquage, puis après de régulation. On va revenir dessus pour la suite. L'origine d'un gros problème et aussi de l'intérêt du CSR, ça a été la zone du port autonome, donc en plein centre de Nouméa, où pendant une dizaine d'années, il y a des requins bulldog qui ont été nourris. Donc pour faire un petit peu le spectacle, donc c'était pas pour les attraper, c'était on avait un port de pêche qui était juste à côté, avec un accès aux parures de poissons, qui ont fait que les jeunes, les pêcheurs, les gens jetaient les parures de poissons, et vous voyez ces gros animaux, des gros requins bulldog qui faisaient 3 mètres, et on voit d'avance 3, 4, 5, qui sautaient hors de l'eau pour pouvoir attraper la parure de poisson au bout d'une corde. On le savait, on avait un petit peu alerté sur le fait qu'un jour il y aurait peut-être avoir des problèmes. Et puis il y en a eu pour Cerro, Potter, il y en a eu en janvier 2018, une personne qui était en train de se baigner et qui a été attaquée par un requin bulldog, et puis une très médiatisée en mai 2019, un jeune adolescent de 10 ans, et il nageait
dans une marina et il s'est fait attaquer ça n'a pas été d'attaque fatale, mais ça a été très, très médiatisé, il a perdu sa jambe. Et ça a été vraiment le point de départ vraiment d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on doit faire sur le requin, sur la problématique requin. Donc à partir de ces années 2018 jusqu'en 2023, là on a indiqué un petit peu en rouge, là où il y a eu les principales attaques autour de Nouméa. Donc vous voyez un certain nombre d'attaques dans une zone, la principale zone d'usage de cet espace-là, avec beaucoup d'usages très différents, du foil, de la planche à voile, du kitesurf et de la baignade. Les Calédoniens et sur Nouméa, il y a beaucoup de sports, de sports nautiques dans zone très littorale. Et tout, il y a un certain nombre d'opérations de régulation qui ont été mises en place dans les endroits où il y a eu des attaques, dans les côtes très proches des zones très littorales. Et je crois que c'était tout autour de la presqu'île de Nouméa. Alors là, c'est un petit peu la spécificité de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un territoire, on dit sui generis, en son genre, avec des compétences qui lui ont été transférées par l'État. Donc on a un certain nombre on a une collectivité particulière qui s'appelle les provinces, et à qui on a délégué la compétence en environnement. Donc c'est la province, chaque province a son propre code de l'environnement, règle l'acquisition de connaissances, donc elle est souveraine sur sa biodiversité, elle a le droit de réglementer des aires marines protégées et de mettre des espèces sur sa liste d'espèces à protéger. Et les requins ont été protégés en 2016. La totalité des requins a été protégée en 2007 dans le code de l'environnement de la province sud. Donc on a un certain nombre de compétences en province sud, mais on a la nôtre, évidemment, celle des communes sur les maps ici, avec notamment la zone de baignade. On a la Nouvelle-Calédonie en tant que collectivité qui a des compétences en sécurité civile. On a l'État qui a un rôle à jouer, et on a le COS, donc la MRCC, je ne sais pas si c'est un COS aussi ici, qui s'occupe du 16 et qui en fait est un organisme qui est mixte entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Et puis on a d'autres acteurs qui sont importants dans la gestion de risques, alors les acteurs associatifs et professionnels, des pêcheurs professionnels, le centre sécuritaire de lac qui très rapidement a été impliqué pour justement nous donner de l'information et de la veille technique et technologique et scientifique sur la problématique requin, les chercheurs à l'ETRD et les gestionnaires de marina, et le port autonome qui a une particularité puisque c'est une enclave de la Nouvelle-Calédonie en plein dans l'OBA. Et donc la particularité, c'est qu'on a un labo qui est immense, avec une compétence littorale sur Nouméa, ce sont les 300 mètres, et c'est du foncier qui appartient à la province sud, surtout le lagon, et 12 000 nautiques au-delà de Nessif par hier. Donc on a une compétence qui est provinciale au niveau du foncier, municipale sur les 300 mètres pour la baignade, et la Nouvelle-Calédonie qui est compétente sur la ZEE et compétente aussi sur la sécurité civile. Du coup, quand on s'est retrouvé avec cette crise et avec un partage de compétences qui est un petit peu complexe, on a développé beaucoup la mairie et la province sud, mais au fur et à mesure, on le verra, on a évidemment incité toutes les autres collectivités et acteurs à intégrer, avec un plan d'adduction de risque requin qu'on a appelé P3R, avec 8 orientations de gestion, qui comportait jusqu'à peu 48 actions. Au fur et à mesure, il y en a qui sont finies, il y a des nouvelles qui apparaissent, avec l'amélioration des connaissances. Donc c'était plutôt une compétence de la province au regard de ses responsabilités. Garantir la sécurité civile qui peut être partagée, améliorer les pratiques de la filière pêche, parce qu'on a cette problématique au départ à requin-poudre dans le port Antonin. La meilleure qualité des eaux côtières, la prévention et la protection, la réglementation, contrôle, sanction, avec une partie qui est propre aux provinces, une partie propre à la commune, mais une partie propre à l'État. La gouvernance, puisqu'on avait beaucoup d'acteurs autour de la table, et puis la sensibilisation et information de l'ensemble des acteurs qui était extrêmement partagée. Je reviens sur la problématique du requin bulldog 2018. Laurent Midiola, on regarde des travaux qui ont été faits par M. Alfonso à Recife, c'est de dire ça fonctionne peut-être d'attraper les requins bulldog, de les déplacer, et le stress feront qu'ils ne reviendront pas. Et donc, on a essayé d'utiliser ça avec un bateau de Nouvelle-Calédonie en Boréa. On a attrapé 5 bulldogs. On les a marqués avec des marques acoustiques. On a mis un hydrophone là où on les avait capturés dans le port autonome. Et on les a déplacés au-delà du récif barrière, quelques-uns au-delà du récif barrière, jusqu'à 60 km dans le sud, et puis quelques-uns dans le lagon, mais bien au sud,
en espérant que ces requins allaient, quand c'était des bulldogs, revenir sur la zone littorale, voir des rivières avec des conditions et des habitats qui correspondent à cette espèce-là, et aller rester dans ces espaces-là. Sauf que la cantine du port autonome devait être bien bonne, parce que là, en 3 jours sont revenus, d'autres en 10 jours sont revenus, et il y en a un qui a été perdu, qui est mort, qui n'est pas revenu et qu'on n'a pas entendu à l'hypophone. Et donc, cette opération a bien montré que ça ne servait à rien de déplacer le requin bulldog et qu'ils étaient vraiment attirés et qu'il fallait d'abord travailler sur l'attraction au corps autonome, voire d'autres méthodes pour en limiter le nombre, puisqu'il avait été un petit peu le résultat de les avoir nourris pendant très longtemps. La deuxième opération a été de déployer un réseau d'hydrophones. Alors, on l'a fait autour de Nouria parce que c'était plus pratique et puis on n'avait pas mandat pour aller au-delà et d'essayer d'attraper des requins. Alors au début c'était plutôt des requins bulldog puisque les problèmes étaient hyper autonomes. Et puis quand on avait des attaques de requins tigres, on a essayé des requins tigres et puis on s'est amusé avec un requin citron également qui nous a fourni des informations intéressantes sur la différence de comportement au sein de ce réseau de ces animaux. Le premier résultat qui en fait ne bouge plus quasiment, c'est que tant qu'on a continué à les nourrir au port autonome, eh bien, les 20 requins bulldog avaient un comportement qui était très similaire quand on les prend pas un par un, on différencie tous les requins bulldog. Et en fait, on se rendait compte qu'ils étaient, semble-t-il, alors ça n'a pas été démontré, mais semble-t-il attirés par l'endeuillé qui arrivait au port. Donc ils étaient très tôt le matin au port autonome. Une fois que le débarquement des poissons était fini, il était juste à côté à la petite rade, donc on les entendait plus parce qu'on n'a pas de chronophone. Mais par contre, à un moment, on avait barré la sortie de la petite rade à cet endroit-là. Et donc ils sortaient, c'était plutôt en soirée, la nuit. Ils font le tour de la presqu'île de Nouméa, certainement pour chercher leur pitance naturellement. Et puis on les revoyait revenir vers 3-4 heures du matin par la correspondance à cet endroit-là. Donc il y avait cette espèce de cycle, alors qui est différent sur chaque individu, et quand on prend la somme de tous les requins bulldog, c'était relativement cohérent. Au fur et à mesure des années, ce schéma, ce pattern est de plus en plus similaire, donc il continue à être la même forme du déplacement, mais en arrêtant de mourir, puisqu'on a écarté le nourrissage au niveau du port autonome, et puis on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, les requins bulldog venaient de moins en moins souvent à cet endroit-là, et même quand ils venaient, ils étaient là de moins en moins longtemps sur cet espace-là. Sur le requin team, on a fait des différences de comportement mais qui sont cohérentes, hein, c'est-à-dire que même si on a des attaques de requins très, très proches des plages, les émeraudes qui se baladent beaucoup plus de jour que de nuit. On les voit vraiment dans des zones assez littorales en journée. C'est relativement cohérent, de sorte qu'à l'état de l'œil, de la catine, est un zénote qui est plus diurne que nocturne, au contraire du bulldog. On a eu des comportements qui étaient très différents, comme je disais, par individu. Hein. Donc, c'est des individus qui vivent 20 à 30 ans et donc qui ont leur propre expérience et leur propre particularité de comportement. Donc on avait des individus qui étaient là tout le temps, quasiment dans tout le réseau. On a des individus qui étaient là 3 mois ou 6 mois, qui après disparaissaient du réseau. Donc on pense que c'était des migrations pour se reproduire dans d'autres endroits, mais pas à proximité, parce qu'on a émérité des hydrophones dans la plus grande rivière qui est à côté de l'UPA, et on n'a jamais entendu les requins bulldog marqués dans l'UPA venir se reproduire dans cette rivière, donc ils portaient certainement ailleurs. Mais faute de réseau, on ne pouvait pas savoir où. Et puis on a des individus qui étaient là un peu, de temps en temps. Voilà. Sur des systèmes comme celui-là, on avait pendant 3 ans exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'ils étaient là 3 mois et disparaissaient 9 mois. Donc c'était vraiment un phénomène à revenir dans un endroit comme les bronzomères. Et puis on en a qui disparaissent ou qui meurent, et évidemment, il faut pas cette information-là en les ayant marqués avec les xylophones. Alors la deuxième partie, c'est la sécurité civile. Donc c'est vraiment une compétence qui est partagée entre à la fois la commune, comme on dit la Réunion, et avec l'État aussi pour tout ce qui est gestion du risque naturel, des risques qui sont vraiment d'ampleur majeure. Donc on s'en rendait compte sur l'OVA, on a accueilli de plus en plus de signalements de la présence de bouquins sur des enjeux, sur des zones à fort enjeu. Des zones où on avait vraiment beaucoup de fréquentation avec la population locale et énormément de touristes. Donc on a mis en place une réponse opérationnelle qui est au niveau de la commune. Il nous a fallu border cette réponse opérationnelle à la fois pour être en mesure de répondre de manière objective sur chaque signalement. Merci. Donc
l'objectif, ça a été de mettre en place des critères d'identification pour pouvoir engager les procédures. Donc nos critères, on se repart sur la carte, on a des zones. Donc on a des zones en rouge, qui sont nos zones prioritaires à Nouméa, celles sur lesquelles on a vraiment beaucoup plus de fréquentation. En bleu, en jaune, ça va être des zones sur lesquelles on a une forte fréquentation, mais qui sont assez éloignées, de la côte et qui nécessitent du coup un déclenchement vraiment en mer, comme les îlots, des choses comme ça. Et sur les territoires gris, on peut voir, ce sont les zones, et on sait qu'il va y avoir de la présence de requins, où en général, il n'y a pas du tout d'usage. Les zones mauves, ce sont les zones dont on parlait tout à l'heure avec Manu, pour lesquelles on a eu des attaques. Or, tout usage de type baignade est interdit. Donc, c'est des endroits où on ne va pas déclencher nos secours, sauf si vraiment nous avions un intérêt vital comme une attaque. Donc, l'idée, nous, nos critères, c'est de définir les zones par priorité, une durée par rapport au signalement. C'est-à-dire que dans nos zones prioritaires, on va s'autoriser d'intervenir dans les 30 minutes après un signalement. Si on passe au-delà, on ne déclenchons pas nos secours. Et pareil, du coup, on va aussi lever sur la durée de la levée de toutes. Donc la levée de toutes, c'est tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir vérifier ou non la présence d'un requin. Et donc identifier s'il y a vraiment un risque de notre population. Et pareil, donc en fonction des zones, on a un délai. Donc les zones rouges, on va rester 2 heures après un signalement. Et les autres zones, on va du tout réduire notre intervention. Et l'idée, c'est aussi les moyens. Donc, fort enjeu, on va avoir tous les moyens. On va avoir tous les secours, toute la police. Donc, sur le littoral, donc vraiment en plan d'eau, on va regarder en surface. On va avoir les moyens de secours qui vont venir faire l'évacuation des plages pour qu'on puisse enlever ce risque. Et on va aussi avoir des drogues qui vont nous permettre vraiment de quadriller très facilement la zone. C'est pas efficace partout chez nous parce qu'on a des zones où on a vraiment de fortes bathymétries, mais par contre on a des zones où c'est assez faible comme bathymétrie et c'est vraiment un outil très très efficace. Par contre on a aussi beaucoup de vent chez nous, donc c'est aussi une variété limitant chez nous. Donc voilà, et donc on est sur 3 ans de mise en œuvre de cette procédure. Aujourd'hui, on a des dispositifs de protection qui ont été mis en place, donc on est susceptible de réviser cette procédure d'ici. Par ces dispositifs qu'on a mis en place, ce sont des zones de protection, donc par des barrières d'exclusion. Donc la ville de Nouméa et le reste de la Calédonie souhaitaient vraiment aussi réduire ce risque requin en limitant toute interaction avec les requins. Donc on a fait un filet d'exclusion qui permettait vraiment d'exclure tout animal qui serait supérieur à 35 cm de tous les grands requins qu'on considère dangereux. Donc chez nous, c'est tigre et cow-dog. Et donc, on a vraiment une protection de toute la colonne d'eau par une chaîne très basique au bas pour limiter aussi du coup notre ragage en fait au sol. On a vraiment un système d'ancrage qui est en pivot. Donc vraiment, ça ne peut pas raguer, sauf si vraiment on avait une défaillance, mais quelqu'un vient réajuster. Et ensuite, sur toute la colonne d'eau, c'est des animaux en inox, comme on a pu voir en fait sur nos falaises ici. Alors, j'ai cru comprendre que c'était pas en inox chez nous, mais chez nous, c'est en inox. L'idée, c'est d'avoir un matériau qui est résistant en tout temps et qui puisse tenir toutes nos conditions météorologiques toute l'année. Parce que nous, c'est un dispositif qui est posé 365 jours par an. Et l'idée, c'était vraiment de limiter l'intervention préventive quand on avait une approche de cyclone ouest. Donc, une couverture qui est totale. Sur la photo de droite, on peut voir aussi sur la zone de marnage, donc de balancement des marées, on a mis, plutôt qu'un dispositif de barrière qui serait un peu vilain, on a mis des poteaux en gaïa qui respectent une distance de 35 cm, exactement comme nos anneaux. L'idée, c'était du coup d'avoir une meilleure intégration paysagère sur les plages. Parce que là, en plus, typiquement sur celle-là, ici, toute cette partie-là, en fait, on a 2 grands hôtels, les principaux hôtels en fait de Nouméa. Donc c'était vraiment très important pour nous, cet aspect visuel. Alors, on a, comme dit Manu tout à l'heure, on a 2 crises à Nouméa. La première, c'était 2021. Donc à l'issue de cette crise, les acteurs
ont décidé de mettre en place une barrière. Donc celle que l'on peut voir ici, la baie des Citrouilles. Donc c'est un énorme plan d'eau, c'est 10 hectares de plan d'eau protégé, donc par la barrière, et on a en plus un dispositif de surveillance de la baignade, parce que dans le système métropolitain, les surveillances de baignade, c'est pour la noyade, parce que c'est un risque commun, ce qui n'est pas le cas pour le risque requin. Donc en plus de cette protection, on a vraiment un dispositif de surveillance par les 365 jours par an, avec 3 bonhommes, et qui constituent un peu comme une brigade nautique. Et c'est eux qu'on va envoyer quand on a des signalements requins, quand on a une attaque, quand on a vraiment besoin de m'intervenir pour toute intervention, pas que risque requin sur le littoral. Je vous ai fait aussi un peu d'investissement. Donc là, on est sur 765 000 euros d'investissement, donc une fois, et c'est un dispositif qui est permanent. Là, ce n'est pas vraiment qu'une fois. Et on est sur un coût de fonctionnement ici de 64 000 euros pour l'instant, c'est notre première année. Donc on savait qu'on devait voir assez gros, mais maintenant qu'on a vraiment d'expérience, on sait qu'on va pouvoir diminuer le coût d'intervention, notamment en mutualisant en fait le fonctionnement entre ces deux barrières, puisque ce sont les deux dispositifs qui sont similaires. Donc Château Royal, c'est notre deuxième plage qui est en place depuis moins de 6 mois. Et du coup, on est sur un plus petit périmètre, mais c'est exactement le même fonctionnement. Pareil, on a aussi de la surveillance 365 jours par an. Et en fait, sur cette plage-là, on a décidé de mettre une protection, puisque c'est là où on a eu 2 attaques de requins, dont une mortelle sur un Australien, et pile là où je vous montre. Donc on est vraiment très très proche de la plage. On est à moins de 100 mètres de la plage. Donc dans la zone de compétence de la ville, donc ça qui gère tout ce qui est sécurité civile, baignade et activité nautique. Aussi, ce qu'on a eu, donc toujours en post-attaque, et ensuite après la crise de 2023, on a mis en place des pêches préventives. Donc on a mis un protocole qui a été le même, mais de manière mensuelle, c'est-à-dire 5 jours de pêche chez nous, avec des moyens de pêche assez conséquents. Antoine, pour nous, c'est des top pêcheurs, enfin 2 bateaux de pêche, avec 5 jours de pêche toute la journée. Mais vraiment, nous, on n'est que en diurne et on a le pêcheur qui reste sur place. Donc, il est en capacité de voir dès qu'il y a une prise et il intervient tout de suite. Donc, si c'est un requin ciblé, auquel cas on déclenche du coup l'euthanasie, la régulation pour ce requin. Et quand c'était une espèce accessoire, tout de suite, elle était dépochée. Donc, on pouvait garantir une intervention pour moins de 30 minutes, maximum 1 heure quand on avait un ciblé à gérer et qu'il fallait aller gérer la pose accessoire. Donc, il n'est pas long, je crois. Et du coup, donc, sur nos prises accessoires, on a utilisé en gros 213 prises accessoires sur la totalité de nos pêches. Donc c'est 63% quand même de prises accessoires, mais surtout ces requins, on n'a eu que 3 morts. Donc pour nous c'est infime. C'est infime et c'est parce que du coup on était vraiment sur les tout débuts. Et donc on a tout de suite pu réajuster nos protocoles en se concertant avec les scientifiques, les pêcheurs, tous les connaisseurs au domaine. L'idée c'était vraiment aussi d'avoir un impact sur les requins dangereux, mais pas sur le reste. Donc c'est adapté. Malheureusement, on a dû arrêter ces pêches préventives, puisque du coup, on a eu des contentieux, donc sur l'aspect juridique. Il y avait des attaques de la part des associations environnementales. Et donc, ça a mis fin à une pêche préventive, à la fois pêche préventive et à la fois sur l'aspect réglementaire, donc on va rapporter juste après. Donc, sur ce graphique de gauche, on peut voir l'évolution mensuelle de nos papiers de requins, tigres et bouteilles uniquement sur l'année 2023. Donc on peut voir qu'on a une fluctuation au niveau de l'année avec un pic plutôt sur mars-avril et c'est vrai que ça a quand même tendance à correspondre à nos pics aussi d'attaque chez nous. Sur la droite, on a la totalité de nos requins qui ont été capturés depuis le début du Copac, c'est-à-dire que là on a au total 204 requins qui ont été bêchés, donc 98 bulldogs, 106 tigres. Donc c'est vrai qu'au départ, dans nos mesures de pêche, on était vraiment ciblé sur le bulldog. Et puis, suite à la deuxième crise de 2023, on s'est rendu compte qu'on avait plus une problématique avec le tigre et on s'est rendu compte qu'on avait énormément de tigres. Et en discutant un peu avec les partenaires, on se rend compte que c'est la même chose un peu partout sur les territoires où il y a de la mèche.
Nous, la prévention et protection, c'est pas mal passé par notre partenariat avec le Centre sécurité requin de la Réunion. Comme ça, on est un peu les derniers à s'être engagés dans une stratégie. Donc pour nous, ça a été très bénéfique en fait, de se tourner vers un acteur qui avait déjà beaucoup d'expertise déjà dans un territoire français comme nous et qui avait pu aussi récolter le permis de expertise au niveau international. Donc pour nous, c'était vraiment, vraiment bénéfique. Et donc, voilà, c'était de 5 ans qu'on faisait un partenariat avec le CSR et donc on est très heureux d'être là. La réglementation dont je parlais tout à l'heure, Manu disait aussi qu'on a un code de l'environnement de la province donc, qui protège toutes les espèces de requins qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Étant donné qu'on a eu pas mal d'attaques de requins bulldog et de tigres, on a déprotégé ces 2 requins. Et donc ça nous a permis de faciliter en fait, les interventions post-attaque. C'est-à-dire que quand on a eu une attaque, on pouvait réagir en moins de 24 heures pour pouvoir déclencher une opération de pêche. L'idée c'était vraiment de trouver le requin qui était incriminé. Donc cette mesure nous a permis d'intervenir très vite. Cependant, comme je le disais tout à l'heure, sur l'aspect réglementaire, on a aussi eu des contentieux et qui ont mis fin en fait, à cette mesure de déprotection des requins. Donc de fait, nous ne pouvions plus faire de pêche sur le requin tigre et bulldog, en tout cas de manière préventive. Depuis, il n'y a pas eu d'attaque sur Nouméa qui nous ont confrontés à nouveau à cette gestion administrative et réglementaire. Donc on est vraiment aussi à une étape charnière, nous, dans notre stratégie d'alimentation et de gestion du risque requin. Dans la réglementation, on a eu vraiment un durcissement de toutes les mesures réglementaires qui consistaient à interdire toutes les activités qui pouvaient attirer des requins. On a interdit la pêche dans les zones proches du littoral. On a la pêche plaisancière ou professionnelle, hein, je m'entends. Tout rejet de déchets organiques. Donc chez nous, en fait, on a beaucoup de gens qui partent en mer ou aux îlots et qui, en fait, ils rejettent leur casse-croûte en mer. Et donc ça on a mis 20 et en fait, on a réussi à changer les comportements. Et ça, vraiment, on est très, très rigolo. Et on a aussi interdit tout nuage flora, donc pour éviter que les gens le rejettent par eau grise et eau noire dans la bande de compétences très proche. L'idée, c'était d'éviter d'avoir vraiment une dégradation de la qualité des eaux et puis d'attirer les requins bulldog qui ont laissé chez nous, en tout cas, été attirés dans cette saison très chargée en fait, en nutriments. Là, c'est une illustration des panneaux qu'on a pu mettre sur le littoral, pouvoir faire passer nos messages. On essaie d'aller plus vers des schémas, que ce soit plus simple à comprendre chez nous. La gouvernance, tout à l'heure, on disait qu'on était vraiment nombreux en fait, sur le milieu maritime. Donc, depuis 2019, nous travaillons maintenant sur le technique sans apport officiel et c'est que 5 ans après qu'on a signé une convention. Ça marchait très bien, mais on a signé vraiment très tard et on est très heureux depuis d'avoir pu signer. Ça facilite aussi vachement les démarches, même si ça fonctionnait rien que sur le plan technique. L'idée aussi dans ces modes de gouvernance, c'est de mettre des instances qui nous permettent de travailler sur le plan technique et ensuite d'aller chacun dans nos exécutifs pour avoir des validations et des stratégies et aller chercher des financements. Pareil, ce sont des mesures qu'on met pour que chacun puisse savoir ce qu'il a à faire quand on a une attaque. Parce qu'en fait, nous, on a l'aspect réglementaire, l'aspect opérationnel et on a tout ce qui est médecins légistes qui vont analyser du coup le morsure pour pouvoir identifier très rapidement l'espèce qui est incriminée pour que notre opération de pêche soit ciblée aussi. Et donc c'est pour expliquer qu'on a mis en place aussi des procédures pour pouvoir en fait rassurer les gens. Hein. Donc on était sur plein de mer avec des attaques et donc les gens ne voulaient plus envoyer leurs gamins à faire de la voile à proximité. Et donc tout un système avec de la surveillance, de vérifier s'il y a eu des pêches auparavant, s'il y a des pêcheurs, si on n'utilise pas le de setching, mais si les conditions sont bonnes, s'il ne pleut pas trop. On a eu, quand c'était des périodes de crise, de faire de la vigilance ou avec des prestataires privés ou des visites avec bateaux des gardes nature provinciaux, mais souvent avec des gendarmes, voire avec la police municipale pour être présents sur le point d'eau pour rassurer tout le monde. Un encadrement avec un petit brief pour les moniteurs et modifier un petit peu les usages pour les gamins, de plus utiliser des bateaux qui dessalent et des bateaux qui sont fixés, qui ne permettent pas de tomber à l'eau. Donc ça, c'est pour rassurer un petit peu tout le monde et donc
il est mis en place sur Nouméa et sur Corée également. On a aussi, évidemment, que ce soit les différentes collectivités, les différents acteurs ont développé des affiches quand on était en crise pour justement montrer la sensibilisation, et à dire voilà, partez pas tôt le matin, partez pas tard le soir pour aller nager, quand l'eau est trouble, elle va nager pour vous augmenter le risque en fait. Donc on a eu ces messages qui ont été un petit peu sur plusieurs supports, dans les affiches, sur des panneaux de mise à l'eau, donc vous voyez en haut celui-là. On a fait des choses en commun, c'est pas si simple que ça, donc entre la Corée-Sud, la ville de Nouméa et aussi les affaires maritimes qui ont délivré ce type de message. Des publications en ligne avec des consignes de vigilance, et puis on fait une présentation publique, on a un peu trop de mal à faire cette présentation, on l'a fait à 2, à 3 quand on était en pleine crise, on faisait les 2 par an. Les villes de Nouméa, la province sud, et également les efforts maritimes et l'État qui étaient présents. On s'est fait faire des présentations publiques et des présentations auprès des usagers et des professionnels du milieu marin. On a eu aussi des vidéos web, des spots TV pour dire arrêtez de nettoyer vos poissons et le jeter à la mise à l'eau. Ne nettoyez pas votre bateau dans des aires protégées parce que vous modifiez le comportement des poissons et donc de leurs prédateurs. Et le dernier en date qui est très récent, c'est on a demandé aux sensibilisation de l'environnement. On leur a fait faire une prestation pour développer un livret requin qui est en fait, peut-être une basée sur ce qui se passe aussi en Australie, c'est l'éducation au risque. Hein, donc le requin, 98% ou 99% des espèces sont pas du tout dangereuses. Donc on doit expliquer ce que c'est qu'un requin, quel est son rôle et comment il fonctionne, sa physiologie, les hormones de l'organisme, qu'est-ce qu'on fait pour développer, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui les repousse. Mais également dire qu'il y a un certain nombre de requins qui peuvent être dangereux et sur lesquels il faut se méfier, regarder le conseil et de vigilance. Donc ce petit livret, en fait, je devais en amener juste des billets. Je vais amener, mais on va se débrouiller pour pouvoir le faire suivre. Et je crois que c'est tout. Je vous remercie.